Mesdames, Messieurs, bienvenue sur la 346 Canal+, pour suivre notre émission hebdomadaire, la question du jour. La question du jour portera sur le rôle du Parlement. Beaucoup de citoyens ignorent jusque-là le rôle du Parlement, ses missions, les moyens de contrôle de l'exécutif, bref, j'en passe. Ce soir, à travers de nos reportages, à travers le micro-trottoir réalisé par notre journaliste maison, Petra Ilibi, vous serez édifiés, puis nous passerons en action pour voir les parlementaires, comment ils débattent des questions d'actualité, comment ils débattent l'interpellation du gouvernement, bref, tout ceci pour vous édifier. Enfin, le dernier tableau, ce sont des écoliers qui viennent visiter le Parlement pour connaître cette institution, le mécanisme, pour connaître depuis quand l'Assemblée nationale a été créée, pour connaître les dirigeants qui animent cette institution. Bref, je vous laisse suivre. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je suis madame Moussoki, solitaire. Oui. Ok, madame Moussoki solitaire, nous venons auprès de vous pour avoir votre avis en ce qui concerne le fonctionnement du Parlement. Avez-vous une idée sur les missions et le rôle du Parlement? Bon, déjà à ce que je sache, le Parlement a pour objectif de voter les lois. C'est là où on discute des problèmes du pays, je peux dire. Là où se retrouvent les ministres, les sénateurs, les députés et tout. Donc les autorités puissantes du gouvernement. C'est là où elles se réunissent, voilà, pour voter les lois. Et c'est un peu de débattre sur certains sujets qui concernent le pays, le gouvernement, voilà. Connaissez-vous le Parlement? Bien sûr, je connais le Parlement. Le rôle du Parlement est de voter les lois, je pense, non? Quels sont les moyens que le Parlement dispose pour contrôler l'action du gouvernement? Vraiment, je n'ai aucune idée. Connaissez-vous la constitution du Parlement? Les chambres qui constituent le Parlement? Pardon, excusez? Les chambres qui constituent le Parlement. Avec un nombre de parler, Il y a l'Assemblée nationale, le Sénat, le Sénat, non? Et le palais du Parlement. Je suis Alvina Rodelvi Cecilia Bitemo, étudiante en LLF à la faculté de lettres. Les rôles et les missions du Parlement, tout d'abord, le Parlement c'est un endroit où se réunissent les députés, membres du député. Et à ce que je sache, le Parlement vaut deux chambres. Il y a le Sénat et l'Assemblée nationale. Et quant à l'Assemblée nationale, je dirais que il y a des gens ou des ministres qui font des réunions pour dire de quoi ou avoir d'idées sur ce qui se passera dans le pays et tout. Et le sénateur, parlons du Sénat, le Sénat c'est... Je connais pas assez des trucs qui se passent là-bas, mais selon moi, le Parlement, c'est un lieu où se réunissent les agents, les députés et tout, pour résoudre soit un problème, soit s'il y a un truc dans le pays qui ne marche pas et tout, c'est là-bas qu'ils partent pour résoudre un peu le problème, quoi. Le Parlement, l'Assemblée de la puissance législative avec le souverain sous monarchie, selon les critères que moi je connais, c'est moi ça. L'émission, c'est de voter les lois, mais ce qui s'y passe au sein de cette institution-là, vraiment, je ne connais pas. Je ne connais pas sur quelle base ils se fondent pour voter ces lois-là et tout, je ne sais pas. C'est un lieu de l'hémicycle là où les députés débattent des grands sujets, des sujets d'actualité, le sujet social. Bon, voilà. Bon, maintenant, selon Montesquieu, le Parlement, c'est la séparation du pouvoir. Voilà. Donc, c'est le lieu où on prend des grandes décisions et puis pour régler les problèmes sociaux, c'est par rapport à chaque circonscription d'un député. Dans les deux chambres, je crois bien, si je ne me trompe pas, il y a l'Assemblée et le Sénat, ouais.
le Parlement, c'est l'une des institutions d'appui à la démocratie. Donc le Parlement, c'est l'ensemble de deux chambres, à savoir le Sénat et l'Assemblée nationale. Les rôles régaliens révolus à ces institutions-là, c'est de légiférer. Nous avons donc à l'Assemblée les députés qui sont des représentants du peuple, qui sont là pour faire des propositions de loi, des lois, lorsqu'elles viennent soit ou des conseils des ministres, ou des propositions également des mandants qui sont des députés à l'Assemblée. Ils font des propositions, puis ils vont voir si c'est majoritaire, c'est acté, renvoyé soit au gouvernement, ou bien ça monte à la Chambre haute pour la deuxième lecture. Okay. Est-ce que vous avez connaissance des moyens, les moyens que le Parlement utilise pour contrôler l'action du gouvernement? Ben, les moyens pour contrôler l'exécutif, c'est d'abord regarder qu'est-ce que le ministre fait dans son rôle ministériel. Bon, maintenant, si ce ministre ne règle pas le problème que l'État lui confie, ben, c'est aux parlementaires de lui poser des questions pertinentes. Parce qu'on le voit souvent partout au monde. Bon, maintenant, si ce ministre ne reprend pas, cela relève du chef de l'État de le limoger. Le moyen que le Parlement utilise, je peux dire, il y a des questions orales, si je peux dire ça. Vous n'avez jamais entendu parler des séances de questions orales, l'interpellation du gouvernement, vous n'avez jamais entendu parler de ça? Entendu parler, oui, mais de loin. Mais sinon, je ne me suis pas intéressé à ça, de savoir comment vraiment. Les moyens, c'est le verbe, c'est les propositions, c'est les enquêtes, c'est les descentes. Lorsque vous avez des députés qui dorment, qui ronflent, qui ne font absolument rien, vous ne pouvez rien attendre. Donc les moyens que dispose l'Assemblée nationale, c'est l'écoute d'abord. Les parlementaires doivent écouter ce que disent les populations, doivent se mettre au service du peuple, doivent se mettre au service des populations. Et les desiderata donc des populations qui doivent être proposés à l'Assemblée. Un gouvernement ne travaille pas bien, un ministre ne travaille pas bien, même s'il trompe le peuple. Mais le député est là pour le mettre au pilori, le clouer au pilori, conformément aux dispositions prévues par la présente Constitution nationale. Les questions, lorsque la matière voudrait que le ministre vienne s'expliquer au Parlement, c'est en ce moment-là, on lui pose des questions, il répond. Donc ils font un jeu questions-réponses. Ils posent des questions sur telle matière ou telle autre, il répond. Par exemple, moi, Congolais de Brazzaville, mon souci, j'ai toujours pensé qu'aucun ministre, aucune ministre n'a fait une proposition au niveau de l'Assemblée pour construire les maisons de retraite. Voyez-vous, nous avons des fonctionnaires de l'État qui ont servi, aujourd'hui qui sont à l'acquis. Mais quand vous voyez leurs conditions de vie, conditions sociales, ça laisse à désirer. Mais s'il y avait une proposition de ce genre au président de la République, parce que le président de la République, quand il dirige les débats, il donne la parole à tout le monde. Qui peut faire une proposition de loi? Qui peut faire une proposition? Le ministre fait la proposition au président de la République, donc au Conseil des ministres. Non? Moi, en tant que ministre, j'ai toujours pensé que nous construisions des maisons de retraite dans chaque arrondissement, chaque département. Comme ça, les retraités, là, les fonctionnaires, les cadres que nous avons connus dans le passé, au lieu qu'ils fassent la main tendue, bon, ils peuvent avoir leur maison de retraite. Ils seront au bon soin de l'État, nourris, logés. Et puis bon, voilà. Mais aujourd'hui, quand vous rencontrez un ancien fonctionnaire, un ancien colonel, un ancien commandant, que sais-je encore, on vous montre du doigt que regardez ce monsieur-là, c'est lui qui avait la signature de l'immigration dans les pots, c'est lui qui signait les passeports. Quand vous voyez sa condition sociale, non, vous avez des larmes aux yeux. Alors que s'il y avait cette proposition-là à faire. Bon, maintenant, si le ministre fait cette proposition-là au niveau de l'Assemblée, conformément au budget, si on vote le budget que, bon, par rapport à la proposition qu'il a faite, si le dossier repart à la présidence, acté, bon d'accord, on va construire des maisons de retraite. Bon, maintenant, il faut combien pour que l'on construise ces maisons-là? Également, le budget arrive toujours au Parlement, donc ils vont discuter. Le Parlement est un organe collégial, l'institution qui détient le pouvoir législatif.
Il est bicaméral, c'est-à-dire composé de 2 chambres. L'Assemblée nationale, appelée aussi chambre basse, avec 151 députés, présidée par l'honorable Isidore Mvouba pour un mandat de 5 ans, et le Sénat, chambre haute, comptant 72 sénateurs, présidé par le vénérable Pierre Ngolo pour un mandat de 7 ans. Les députés sont élus par le peuple, tandis que les sénateurs le sont par les conseillers municipaux et départementaux. Les 2 chambres ont pour rôle et mission de voter les lois, contrôler l'action du gouvernement, représenter les citoyens et évaluer les politiques publiques. Les moyens dont dispose le Parlement pour contrôler l'action du gouvernement sont les questions orales avec débat, les questions d'actualité, les enquêtes parlementaires. Au-delà de sa mission de contrôler l'action du gouvernement, le Sénat défend les intérêts des communes, des départements, mieux des collectivités locales. En cas de divergence sur le vote des lois, l'Assemblée nationale dispose du dernier mot. En plus, elle a le pouvoir de force de démission du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Pour, contre, abstention. Mais le rapport de la commission est adopté sans amendement, ainsi que le projet de loi qui sera. Monsieur le Premier ministre, la loi numéro 47/2024 du 30 décembre 2024 portant loi de finances pour l'année 2025 établit plusieurs renvois pour l'adoption de décrets, d'arrêtés et bien d'autres actions visant à garantir une mise en œuvre parfaitement fluide de ces dispositions. Au soir du premier trimestre de l'année, force est de constater qu'aucun décret émanant du gouvernement de la République est publié au journal officiel n'est en lien avec ces références si importantes. Question. Monsieur le Premier ministre, pourriez-vous nous éclairer sur les défis rencontrés par le gouvernement pour mettre en place les outils nécessaires à une exécution optimale du budget de l'exercice 2025 et quelles sont les stratégies que le gouvernement compte mettre en œuvre pour rattraper les recettes qu'il n'a pas pu mobiliser de janvier à mars en raison de l'absence des textes d'application et actions spécifiques. Deuxième préoccupation, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous fournir des éclaircissements qui pourraient justifier la pirouette qui a permis à certains de se démarquer de l'attente que subissent plutôt les autres? Merci, Vénérable Président. Merci. Monsieur le Premier ministre, à l'issue du recensement général de la population et de l'habitation organisé en 2023, avec l'appui technique et financier des partenaires au développement, le groupe d'âge de 60 ans et plus a donné des résultats préliminaires suivants. 562 186 personnes âgées, dont 318 583 femmes, soit 56,66% du taux global des personnes âgées. Aussi, les informations en notre possession font état d'un seul médecin spécialiste en gériatrie, c'est-à-dire la branche de la médecine qui s'occupe des personnes âgées, et 0 spécialiste en gérotologie, science qui s'occupe des problèmes biologiques, psychologiques, sociaux et économiques posés par les personnes âgées. Question, Monsieur le Premier ministre. Avec la promulgation sous peu de la loi portant protection et promotion de la personne âgée en République du Congo, quelles sont les mesures rassurantes que compte prendre le gouvernement pour former un personnel qualifié en gériatrie et en gérontologie, puis doter tous les départements d'au moins un établissement d'accueil des personnes âgées? Vénérable Président, je vous remercie pour la parole accordée. Vénérable Goma, les textes réglementaires en application de la loi de finances sont pris au fur et à mesure qu'ils sont prêts. Comme vous le savez, c'est en avril que nous élaborons le rapport trimestriel sur l'exécution du budget de l'État au 31 mars. C'est alors que nous ferons le bilan de l'exécution de la loi.
C'est alors que nous établirons le rendement des différents impôts et taxes et c'est alors que nous envisagerons les ajustements qui s'imposent pour être dans une trajectoire conforme aux projections des recettes en 2025. Toutefois, je me réjouis de la pertinence de la question du vénérable sénateur, vénérable président, car elle constitue pour moi un rappel. Lorsque l'on se souvient que dans le passé, des textes d'application prévus dans les lois de finances, en particulier, non, car c'est de cela qu'il s'agit ici, n'ont jamais été pris et les ressources correspondantes n'ont jamais pu être mobilisées. J'ai le souvenir des multiples interpellations du vénérable Epouma sur un certain nombre de textes qui étaient prévus dans la loi de finances et qui n'avaient pas été pris. C'est par exemple le cas du décret portant modification des modalités d'agrément des entreprises aux avantages de la charte des investissements ou de l'arrêté fixant répartition des amendes frappant les agents économiques enregistrés exerçant l'activité de transfert de fonds. C'est aussi, notamment, par exemple, des textes liés à la mise en œuvre de la décentralisation. Soyez rassurés, vénérable Goma, que je ferai le point exhaustif des textes à prendre et veillerai à ce qu'ils soient pris dans les meilleurs délais. La deuxième question du vénérable Goma porte sur la disparité de tenue des sessions des conseils départementaux et municipaux, notamment les sessions dites budgétaires. Ceci conformément aux dispositions de la loi 7/2003 du 6 février 2003 qui régit l'organisation et le fonctionnement des collectivités locales. En effet, vénérable Goma, certains conseils départementaux et municipaux ont pu tenir leurs sessions budgétaires, contrairement à d'autres. Cela est dû simplement au fait que les ressources que nous devons mettre à la disposition des collectivités locales pour leur bon fonctionnement tardent à être débloquées à cause de la situation que vous connaissez et que nous avons traversée particulièrement l'année dernière et que nous nous efforçons à corriger à partir de cette année encore. Et ce sont des départements qui ont un tissu économique relativement dense, leur permettant de disposer d'une capacité financière plus stable grâce aux ressources que procure la fiscalité des activités économiques qui ont pu tenir leur conseil, principalement Brazzaville, Pointe-Noire et le Kouilou. Pour tous les autres, je peux vous dire qu'une programmation est en cours de traitement pour permettre la tenue de tous les conseils courant le mois d'avril, avec un peu de retard certes, mais nous créons les conditions et nous mettons tout en œuvre pour que ces organes délibérants puissent siéger pour élaborer et voter leur budget pour l'exercice de l'année en cours. La troisième question est celle du vénérable J. Maïlov. Vénérable président, vénérable membre du bureau, vénérable sénateur. Dans la perspective de la publication de la loi portant protection et promotion de la personne âgée, le vénérable J. Maïlov se préoccupe de la formation d'un personnel médical qualifié en gériatrie et gérontologie d'une part, et de la dotation de tous les départements de notre pays d'au moins un établissement d'accueil des personnes âgées. Je voudrais rassurer le vénérable J. Maïlov que la politique nationale d'action sociale au Congo en faveur des personnes âgées est guidée par les orientations contenues dans le plan stratégique d'action en faveur des personnes âgées 2017-2021. Ce plan a été adopté conjointement par les ministères en charge de la santé et celui des affaires sociales, de la solidarité. Oui, vous pouvez avoir l'impression que ces personnes sont abandonnées à elles-mêmes. Mais la culture congolaise et notre attachement aux valeurs de solidarité amènent le gouvernement à privilégier le maintien des seniors dans leur cadre de vie ordinaire, plutôt que de les mettre en institution. La politique nationale de l'action sociale indique que le ministère en charge des affaires sociales et de la solidarité se doit de promouvoir le soutien à domicile et favoriser les liens intergénérationnels. Toutefois, la protection de certains seniors nécessite un placement en institution et vous avez raison. Notamment les personnes
victimes d'abus et de violences, ou celles étant en situation de handicap lourd, entre autres. En effet, en tenant compte du nombre de plus en plus croissant des seniors dans notre pays, le ministère en charge des Affaires sociales appuie les établissements privés gérés par l'Église catholique et la Fondation Congo Assistance en vivre et non vivre et met à leur disposition des assistantes sociales. On enregistre actuellement près de 37 000 de plus de 80 ans et près de 28 000 personnes âgées entre 75 et 79 ans, avec une forte population féminine de 16 700 personnes contre 11 500 hommes, personnes de sexe masculin. Conformément à la politique nationale de l'action sociale, le ministère en charge des Affaires sociales et de la solidarité est responsable du renforcement du cadre juridique et institutionnel incluant la réglementation des établissements d'accueil et d'hébergement des personnes âgées, la création des maisons d'aînés, des espaces d'accueil, d'écoute, d'orientation et d'accompagnement social. Le ministère est également en charge de la mise en place des filets de protection sociale, notamment avec des allocations vieillesse universelle. Une étude est d'ailleurs en train d'être réalisée dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. Le ministère est enfin en charge de la promotion d'un environnement favorable qui consiste à lutter contre la stigmatisation, la maltraitance et la violence par des campagnes de sensibilisation et d'information auprès des populations. La formation dépend, dans une certaine mesure, de la création de services de gériatrie et de gérontologie dans nos hôpitaux. Or, comme vous l'avez indiqué, vénérable sénateur, il n'existe pas de service de gériatrie dans la majorité de nos hôpitaux. Vous avez donc la preuve, vénérable J'aime, que c'est une préoccupation tant pour le gouvernement et particulièrement pour le Premier ministre que pour le Président de la République. Je peux me permettre de vous dire que les efforts fournis par le gouvernement ont permis de réduire la dette extérieure pratiquement de moitié entre 2021 et 2024. De 62,4% du PIB qu'on avait comme dette en 2020, notre dette est passée à 34,4% en 2024, grâce à une politique budgétaire rigoureuse et au respect de nos engagements internationaux. Je parle là de la dette extérieure. Et cependant, la dette intérieure a augmenté en raison des emprunts sur le marché des titres publics de la CEMAC. Pour y remédier, nous allons renforcer la gestion de la trésorerie et limiter les nouveaux emprunts non concessionnels. Que reprochent les partenaires sociaux au processus de mise en concession engagé par le gouvernement? Deuxièmement, quelles sont les dispositions prises par votre ministère pour garantir la réussite sans remous de ce processus de mise en concession des différents segments du secteur de l'électricité? J'en ai terminé, honorable président. Bien, monsieur le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, vous avez la parole. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, honorable député, je souhaite informer, ce que vous savez déjà, c'est que hier, le Premier ministre chef du gouvernement a réuni les syndicats en présence du ministre d'État, ministre chargé du dialogue social, le ministre d'État Yessa, en présence du ministre de l'Économie et des Finances et de moi-même. Et à la fin des échanges qui ont duré presque 4 heures, il a été retenu que la loi 14-2003, d'avril 2003, portant code de l'électricité, est menée dans son exécution en toute transparence depuis 2003, en passant par 2010, 2017, 2018, dissolution de la SNE, création de KRC, jusqu'aux phases actuelles concernant les mises en concession et les conventions d'affermage. Deuxième point, le Premier ministre a retenu que les partenaires sociaux disent n'avoir pas été associés et contestent le modèle choisi, notamment
les concessions et l'affermage, alors que c'est ce que prévoit la loi et ses textes d'application. La loi le prévoit. Troisièmement, enfin, le Premier ministre a retenu et a ouvert les discussions en invitant les partenaires sociaux à lire les conventions, relever les points d'attention, apporter des amendements éventuels qui pourront être des avenants et proposer, s'il le faut, le modèle qu'il croit le plus adapté que celui choisi par le gouvernement. Ainsi donc, le premier chef du gouvernement a prévu mettre en place une commission technique au cours de laquelle travailleront toutes les parties pour régler cette question. Et ceci est donc une volonté du gouvernement de relancer le dialogue que le gouvernement estime nécessaire pour parvenir à être entendu par tous et pour que les réformes qui nous semblent nécessaires se poursuivent. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième question, les dispositions prises pour garantir la réussite sans remous de ce processus, c'est ce que je viens de rappeler, la position du gouvernement énoncée hier devant les syndicats. Et d'ici là, le comité sera mis en place et les débats de détail auront lieu à ce niveau pour arriver à des conclusions qui puissent satisfaire toutes les parties. Maintenant, permettez, Honorable Président, que je rappelle les buts de la réforme commencée en 2003. Premièrement, c'est pour améliorer la gouvernance et attirer les investissements privés dans le secteur. Deuxièmement, renforcer les capacités opérationnelles et améliorer le rendement des outils que sont l'ARCEL et l'ANER. Troisièmement, optimiser les performances techniques, la qualité du service public et rétablir l'équilibre financier du secteur. Enfin, et c'est le but le plus important, promouvoir l'accès à l'énergie pour tous. Alors, à ce stade, permettez que je rappelle le mot qui fait débat, qui est affermage, tel que défini dans la loi portant code de l'électricité. L'affermage est un contrat de délégation de gestion du service public par lequel l'autorité délégante confie à un tiers, contre paiement d'une redevance, le mandat de gérer le service public de l'électricité à ses frais, risques et périls. C'est l'article 2, alinéa 1 du décret 2017-247 du 7 juillet 2017. Maintenant, sans préjudice des questions orales avec débat qui auront lieu, je voulais ici rassurer au nom du gouvernement que rien n'est vendu. Tous les titres fonciers et tous les documents afférents au patrimoine électrique de l'État congolais sont dans l'immeuble de KRC et dans le processus de mise en concession, aucun titre foncier n'a été appelé, même ni évoqué, aucune facture ni aucun bien de constituant les barrages ou les lignes n'a été soustrait ou offert en garantie ou en apport quelconque à un concessionnaire. Et je me réfère au rapport Proé, qui fait des milliers de pages et qui est à EKRC. Tous les titres fonciers sont à EKRC. Parce que la vente, donc la perte de souveraineté, passe par l'aliénation du bien. Bien, bon. Je crois qu'on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. L'énergie est une question d'importance. Je vais peut-être paraître vieux jeu. Lénine disait que le pouvoir des soviets ne pouvait prospérer que par l'électrification de toute la Russie. Une démarche est engagée. Mais cette démarche, dans un contexte particulier, honorable député, chers collègues, dans une année, nous allons affronter une élection majeure.
Et je n'aimerais pas qu'au cours de cette année qui précède celle qui suit, qu'il y ait de remous dans le pays. Donc le processus engagé doit se faire sans remous. Malgré tout, je constate que c'est mal parti. C'est mal barré, comme on dit. Bon, le démarche a été quelque peu amélioré puisque le Premier ministre met en place un comité technique. Nous osons croire que le petit comité technique va faire de telle sorte que la démarche se passe sans remous pour le bien et de l'entreprise et du peuple congolais. Donc, entre-temps, on suspend tout. On suspend tout et on laisse engager, n'est-ce pas, la démarche que le comité qui a été mis en place termine son travail et propose les solutions idoines. L'Assemblée a vocation à contrôler l'action du gouvernement. Si nous constatons que ça ne marche pas, on va rappeler, n'est-ce pas? Avant que je ne fasse une photo avec vous, je vais vous parler pas de l'Assemblée, mais de la Commission économie et finances. D'autres collègues qui sont... Nous nous tenons donc à votre disposition pour les échanges nécessaires en temps opportun. Et je vous remercie encore et vous encourage à bien travailler, les enfants. Bien, donc tout à l'heure, le protocole vous a dit que vous êtes ici dans la chaîne parlementaire, c'est-à-dire la radio et la télévision. Ici, c'est entrez, je veux parler pour tout le monde. Ici, c'est la régie de production. La régie de production. Courageux. Qui peut s'asseoir ou bien qui fait un journal, si vous voulez. Comment appelle-t-on le président de l'Assemblée nationale maintenant là? Monsieur Isidore Mfouba. L'honorable Isidore Mfouba. Comment appelle-t-on le président du Sénat? Monsieur Pierre Ngolo. Bonsoir. C'est la place de l'Assemblée nationale. Ah d'accord. Oui. L'hémicycle, c'est le lieu où les parlementaires se réunissent. Je parle de parlementaires parce que dans notre pays, le Parlement est bicaméral, c'est-à-dire il est constitué de 2 chambres. Il y a l'Assemblée nationale et le Sénat. Et donc vous vous trouvez ici, du côté de l'Assemblée nationale. Et de l'autre côté, c'est le Sénat. Nous avons bien voulu emmener les élèves ici, à l'Assemblée nationale, où siègent les députés. C'est quand même un cadre assez, je dirais, on dira historique, hein? Un cadre vraiment qui va rester dans la mémoire des enfants. Au sortir d'ici, je crois que c'est quelque chose qui ne sera pas, que les élèves ne vont pas oublier facilement. Et puis, il est question pour nous de montrer aux élèves le fonctionnement de ces structures qu'ils ont l'habitude d'entendre. Et déjà, à l'école, ils apprennent le Sénat, l'Assemblée nationale. Il y a des cours concernant le Sénat, l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, c'est qui. Et là, ils ont
l'occasion de découvrir, de poser même des questions. Qui fait quoi ici? Donc, en bref, le fonctionnement de cette structure. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous avez compris le rôle du Parlement, vous avez compris les moyens dont dispose le Parlement et vous avez compris comment le Parlement travaille. Nous vous retrouverons vendredi prochain pour vous parler d'une autre question d'actualité, la question du jour. Merci.